Donc bonsoir, pour débuter cette soirée donc, thématique consacrée aux radiations et à l'environnement, j'ai choisi de vous parler donc, du programme de surveillance de la radioactivité dans l'environnement qui est en fait coordonné par l'Office fédéral de la santé publique, institution dans laquelle je travaille. Alors, mon exposé va se dérouler de la façon suivante. Je vais tout d'abord vous présenter les sources de radioactivité et de rayonnement que l'on peut rencontrer dans l'environnement, avant de vous détailler un peu les étapes marquantes de la surveillance, vous faire un résumé de l'historique de la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. Ensuite, le programme actuel, donc en quoi il consiste, quels sont les moyens de mesure mis à disposition et surtout terminer par quelques résultats de cette surveillance. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais j'aimerais simplement vous rappeler quelques définitions qui sont importantes parce que c'est des grandeurs qui vont revenir tout au long de ma présentation. Alors c'est un peu rébarbatif, mais enfin je commence avec un transparent avec des définitions. Donc, qu'est-ce que la radioactivité? Donc, la radioactivité, c'est une propriété qu'ont certains noyaux atomiques qui ne sont pas très stables. Ils vont se transformer spontanément en d'autres qui sont, eux, plus stables. Donc, c'est un phénomène physique naturel et donc, qui se produit dans l'environnement depuis des milliards d'années. Et puis, cette transformation qu'on appelle en fait désintégration radioactive, elle va s'accompagner de l'émission d'un rayonnement ionisant. Et c'est en fait ce rayonnement ionisant, cette particule qu'on appelle parfois rayonnement gamma, alpha ou bêta en fonction du type de particule, qui est émis lors de la désintégration radioactive. C'est ce rayonnement ionisant qui va pouvoir entraîner des dommages dans l'organisme vivant. Donc en fait, quand on parle de radioactivité, il y a toujours deux grandeurs qui sont importantes. La première, c'est l'activité d'une substance radioactive, qui est en fait le nombre de désintégrations par seconde, ou par unité de temps. Et son unité, c'est le becquerel. Donc quand je vous présente les résultats, les becquerels, c'est en fait le nombre de désintégrations par seconde. C'est une unité de mesure, comme le mètre est une unité pour mesurer une longueur. La dose, par contre, on parle souvent de dose d'irradiation, dose d'exposition, dose de rayonnement, etc. C'est une grandeur que l'on utilise pour en fait quantifier le risque pour la santé qui est occasionné par l'exposition au rayonnement. Pour simplifier, on peut dire que c'est la dose, elle est proportionnelle au risque de développer par exemple un cancer. Donc c'est une grandeur qui tient compte des effets biologiques, alors que l'activité est simplement un nombre de désintégrations par seconde. Voilà. Alors, les sources de radioactivité, donc comme je l'ai dit, la radioactivité existe, c'est un phénomène naturel, et de tout temps, l'homme est exposé aux sources naturelles de radioactivité, et cette exposition a deux contributions majeures. C'est premièrement le rayonnement cosmique et deuxièmement le rayonnement terrestre dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc le rayonnement cosmique, qu'est-ce que c'est? En fait, le globe terrestre, il est bombardé en permanence par des particules énergétiques qui viennent de l'espace. Et donc ces particules vont pénétrer dans l'atmosphère terrestre et lorsqu'elles pénètrent, elles vont être atténuées par l'atmosphère terrestre, ce qui fait qu'au niveau de la mer, on est relativement protégé de ce rayonnement cosmique. Mais quand même, ce rayonnement cosmique il va dépendre de l'altitude. Donc une personne qui vit à 1500 mètres ou à 3000 mètres d'altitude, elle sera plus exposée au rayonnement cosmique qu'une personne qui habite donc au bord de la mer. Donc on voit qu'à 1500 mètres, on est exposé 2 fois plus que pour une personne qui habite au bord de la mer. Et si on est à 10 000 mètres, on est exposé 100 fois plus. Donc, pour une personne standard, 10 000 mètres, c'est rare, mais si on pense au personnel navigant, par exemple, qui passe une grande partie
de ces journées en vol. Donc, alors là, ils peuvent atteindre des doses qui sont en fait supérieures à la valeur limite qui est fixée dans l'ordonnance à 1 millisievert par an. Après 200 heures passées à 10 000 mètres, on atteint cette valeur limite. Mais ce sont des professionnels et c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, un autre phénomène, c'est que ce rayonnement énergétique, lorsqu'il va rentrer dans l'atmosphère, il va rentrer en collision avec les atomes d'oxygène et d'azote qui constituent l'atmosphère terrestre, et en fait, il va produire d'autres éléments radioactifs qui sont aussi des éléments radioactifs naturels, comme le tritium ou le carbone 14 que vous connaissez peut-être ou vous avez déjà peut-être entendu parler de ces radioéléments. Donc le rayonnement terrestre. Le rayonnement terrestre, il est dû aux radionucléides qui sont naturellement présents dans la croûte terrestre. Alors, les plus importants sont l'uranium-235 et l'uranium-238, ainsi que le thorium-232 et le potassium-40. On appelle ces radionucléides des radionucléides primordiaux parce qu'en fait, ils sont contemporains de la formation de la Terre. Ils existaient déjà, ils ont été produits il y a des milliards d'années, et en fait, ce sont des radioéléments à durée de vie très très longue. Leur caractéristique est que lorsqu'ils se désintègrent, ils se transforment en un autre noyau qui lui-même n'est pas stable, mais aussi radioactif, qui va ensuite se désintégrer, etc., etc. Ce qu'on appelle une chaîne de désintégration. Et donc, ce n'est pas seulement l'uranium ou le thorium qui va être responsable de l'irradiation, mais également l'ensemble des descendants. Donc, on parle souvent des séries naturelles de l'uranium et du thorium, parce qu'il y a tous les descendants radioactifs de ces radionucléides. Et donc, le radon, dont je vais reparler plus tard, donc, probablement vous avez tous entendu parler, est un des descendants et fait partie de la série de désintégration naturelle de l'uranium, qui est donc dans le sol. Donc, on a vu le rayonnement cosmique, il va dépendre, en fait, l'intensité dépend de l'altitude à laquelle on se trouve. Par contre, le rayonnement naturel, lui, il va dépendre en fait des caractéristiques géologiques du sol et notamment des contributions, enfin des teneurs en uranium et en thorium. Donc, dans les Alpes, en général, on a des valeurs qui sont plus élevées que sur le plateau. Maintenant, on a encore une autre exposition naturelle, c'est une exposition interne. C'est-à-dire, vous avez peut-être déjà entendu parler, dire nous sommes tous radioactifs. En fait, ces radionucléides qui sont naturellement produits, ils vont être présents partout dans la nature et dans l'environnement. Ils vont marquer l'environnement. Et ensuite, nous, on va respirer l'air, on va manger des aliments, on va boire de l'eau qui a été en contact avec ces radionucléides naturels. Et donc, par l'inhalation et l'ingestion, on va forcément assimiler ces radionucléides naturels. Et ça va produire une irradiation de notre corps qu'on appelle en fait une exposition interne, parce que les radionucléides sont à l'intérieur de notre corps. Ça, ce sont des événements qui existent depuis tout temps, mais par contre, depuis une quarantaine d'années, à ces sources naturelles de radioactivité se sont ajoutées des sources liées à des activités humaines. C'est-à-dire que l'homme a réussi à créer de façon artificielle des produits radioactifs et certains ont contaminé l'environnement. Donc les premières contaminations massives de l'environnement datent des début des années 50. Donc en fait, ça, on voit ici le nombre de tests d'armes nucléaires qui ont été effectués essentiellement par les Américains et par les Russes dans l'atmosphère. Donc
Ces tests atmosphériques, ces essais atmosphériques ont conduit à la production de noyaux, enfin de produits radioactifs de différentes natures et de différentes durées de vie. Et en fait, ça a conduit à la contamination de l'ensemble de l'hémisphère nord. Donc les tirs, le panache est monté vraiment en haute atmosphère. Ensuite, il est resté pendant plusieurs jours avant ensuite de retomber sur le sol. Et donc on a eu une contamination relativement homogène de tout l'hémisphère nord. Et c'est depuis cette époque que date la surveillance de la radioactivité dans l'environnement en Suisse. En fait, les premières mesures de radioactivité dans l'environnement ont été faites en Suisse en 1957. Ensuite, il y a eu l'avènement de l'industrie, notamment notre pays est un pays où l'industrie horlogère est très présent. Et là, pour les peintures luminescentes, notamment, premièrement, on a utilisé du radium, ensuite on a utilisé du tritium. Mais en fait, il y a eu des industries qui ont produit et utilisé des substances radioactives qui ont pu potentiellement contaminer l'environnement. Après, bien sûr, dans l'historique, il y a eu la création des centrales nucléaires à partir de la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80. Bon, elles sont toujours là, mais enfin, leur implantation, qui elles aussi produisent des rejets en faible quantité dans l'environnement, mais qu'on peut en partie détecter. La médecine, alors bien sûr, il y avait déjà, bien avant les années 80, les installations au rayon X, mais les installations au rayon X, normalement, ne produisent pas de déchets dans l'environnement, puisqu'il s'agit, on tire la prise, le rayonnement est terminé. C'est un rayonnement qui, lorsque vous faites une radio, lorsqu'on presse un bouton, il n'y a pas de contamination possible, il n'y a pas d'utilisation de radionucléides. Par contre, en médecine nucléaire, on va utiliser des radioéléments comme marqueurs, et là, il y a un risque de contamination de l'environnement. Et puis, bon, finalement, en 1986, l'accident de Tchernobyl, qui a eu des conséquences très importantes pour le monde entier, mais également pour la Suisse. Là, on voit, c'est une carte de la contamination en césium-137, 4 jours après l'accident de Tchernobyl, donc qui a eu lieu fin avril 86. Là, le 1er mai, le nuage radioactif a atteint la Suisse. Aux endroits où il a plu, donc le nuage radioactif est arrivé de Tchernobyl, et lorsqu'il pleut, la radioactivité se dépose au sol. Et donc là, on voit le Tessin a été particulièrement touché parce qu'il a beaucoup plu dans cette région. Aussi dans la région du lac de Constance, il y a eu quelques retombées. Donc ça a eu des conséquences importantes au niveau politique, au niveau mondial. Et en fait, il y a eu un changement de philosophie et un changement des mentalités suite à cet accident. Jusqu'alors, on n'avait jamais pensé qu'un réacteur pourrait avoir vraiment un problème de cet ordre de grandeur. Et donc, c'est clair que suite à cet accident, la Suisse a décidé de se doter d'un système de surveillance beaucoup plus performant, et c'est de là que date aussi une révision en profondeur de la législation en matière de surveillance de la radioactivité de l'environnement. Donc je ne vais pas vous faire, mais nous avons maintenant en Suisse la loi sur la radioprotection et l'ordonnance sur la radioprotection qui date du début des années 90, donc qui ont été élaborées suite aux leçons qu'on a tirées de l'accident de Tchernobyl. Et ces deux, la loi et l'ordonnance mentionnent explicitement la surveillance de la radioactivité dans l'environnement, et notamment mentionnent que les résultats de la surveillance doivent être publiés. C'est l'Office fédéral de la santé publique également qui est responsable de cette surveillance de la radioactivité dans l'environnement depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Alors, l'organisation de la surveillance, donc en fait, comme je vous l'ai dit, c'est l'Office fédéral de la santé publique qui va coordonner
et planifier un peu la surveillance. Et il y a beaucoup de laboratoires, c'est une structure fédérale avec énormément de laboratoires qui participent au programme de mesure. On n'a pas du tout, comme dans d'autres pays, un office fédéral de la radioprotection ou de la radioactivité qui va faire tout. Chez nous, tout est séparé. On a quelques personnes ici et là qui travaillent pour la surveillance de la radioactivité. Les objectifs du programme de surveillance, donc il y a 3 objectifs principaux quand on veut faire la surveillance de la radioactivité dans l'environnement. Le premier, c'est de pouvoir détecter rapidement une augmentation significative de la radioactivité qui pourrait avoir des conséquences sur la santé de la population, c'est-à-dire détecter un accident radiologique absolument rapidement pour prendre des mesures de protection du type ingestion de comprimés d'iode, séjour en abri, etc. Donc ça, il faut pouvoir avoir des informations extrêmement rapidement. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir des réseaux de surveillance automatiques qui mesurent la radioactivité en continu, et s'il y a une valeur élevée, il y a une alarme qui est générée, et ça va directement aux instances protection de la population, armée, etc. Donc ces réseaux ont été mis sur pied en Suisse aussi largement après l'accident de Tchernobyl, et donc on voit qu'on a des réseaux de surveillance, ça c'est les emplacements, on a des stations de mesure en continu de la radioactivité, en particulier réparties sur l'ensemble du territoire, mais avec des concentrations plus élevées, enfin une densité plus élevée autour des centrales nucléaires. On reçoit des données toutes les 10 minutes ou toutes les 30 minutes en fonction du type de réseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est le premier point. C'est s'assurer qu'il n'y a pas d'accident ou de valeur très élevée. L'autre point, pour nous, ce qui est important, c'est aussi d'effectuer une surveillance neutre et objective au voisinage des installations qui produisent ou qui sont susceptibles de rejeter de la radioactivité dans l'environnement, à savoir les centrales nucléaires, les centres de recherche et les entreprises qui utilisent des substances radioactives. Donc, première question, c'est est-ce que ces entreprises respectent les limites? Ce qu'il faut savoir, c'est que les centrales nucléaires, les entreprises reçoivent des autorisations qui leur sont délivrées par leur autorité de surveillance, qui n'est pas l'Office fédéral de la santé publique pour les centrales nucléaires. Dans ces autorisations d'exploitation, elles ont droit de rejeter dans l'environnement une petite quantité de déchets radioactifs. Maintenant, il faut s'assurer que les limites de rejet ne sont pas dépassées. Est-ce que ça a une influence sur la santé de l'homme et de l'environnement? Ça, c'est la question effectivement qui nous intéresse en tant qu'Office fédéral de la santé publique. Et puis aussi, c'est de pouvoir donner une information objective, si possible, à la population. Ensuite, on a encore une autre mission, c'est de surveiller la radioactivité, les niveaux de radioactivité en général en Suisse. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est important de connaître, d'avoir une idée des niveaux de référence de la radioactivité. Comme ça, si on ne connaît pas, c'est difficile de savoir s'il y a un peu plus qu'avant. Tandis que si on connaît bien, on peut beaucoup plus facilement détecter un apport. Donc c'est clair que pour nous, c'est un point qui est aussi... Donc on ne va pas faire seulement les mesures autour des centrales nucléaires, on va aussi faire des mesures plus loin pour pouvoir comparer. Alors, ce genre de surveillance-là, elle ne peut pas se faire avec des réseaux automatiques parce qu'il faut avoir une très grande précision. Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement ou non, et si oui, combien. Alors que les réseaux automatiques vont donner des résultats très rapidement, mais pas très sensibles. Ce n'est pas le rôle. On ne peut pas non plus tout avoir. On ne peut pas avoir des résultats très très vite qui mesurent de façon très sensible. Ce n'est pas techniquement faisable. Donc il faut avoir deux types de surveillance. Donc d'une part, on a les réseaux automatiques et d'autre part, on a tout un système de prélèvement et de mesure d'échantillons au laboratoire. Donc en fait, on va analyser tous les compartiments depuis l'atmosphère, les aérosols, les précipitations, l'air, le sol,
l'eau de surface souterraine, les sédiments, les plantes aquatiques, etc., les denrées alimentaires et jusqu'au corps humain. Donc on fait vraiment toute la chaîne. Alors, là maintenant, dans les 10 minutes qui restent, je vais vous donner quelques exemples tirés des résultats de la surveillance, vous montrer dans les milieux. Donc, voilà, pour la surveillance des aérosols, donc en plus du réseau très dense que vous avez vu, qui est vraiment un réseau d'alerte, on a des collecteurs d'aérosols qui sont destinés à la surveillance de la radioactivité. Alors c'est quoi un collecteur d'aérosols? C'est un gros aspirateur sur lequel on a mis un filtre et en fait on aspire de l'air et les aérosols de l'air vont se déposer sur ces filtres. Ensuite ces filtres sont changés, envoyés dans un laboratoire où ils sont analysés. Alors, on va collecter l'air pendant une semaine, on va mesurer pendant un jour entier un échantillon. Et avec ça, on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle du microbecquerel par mètre cube. Un micro, c'est un millionième. Un becquerel, c'est une désintegration par seconde. Donc, on va pouvoir détecter un millionième de désintégration par seconde dans un mètre cube. C'est très très faible. On peut vraiment avoir une idée de ce qui se passe. Alors maintenant, pour vous donner un ordre de grandeur, il existe des concentrations maximales pour ces substances radioactives d'origine artificielle dans l'atmosphère ou dans l'air. Et pour un ordre de grandeur, ces concentrations maximales qui sont fixées par la loi, elles sont de l'ordre de 1 becquerel par mètre cube. Donc une désintégration par seconde et par mètre cube d'air. Donc là, avec notre système, on peut détecter déjà quelque chose qui est une activité qui est 1 million de fois plus faible que la valeur limite. Comme ça nous donne vraiment une bonne marge de manœuvre. Alors c'est clair, vous me direz, mais d'un autre côté, on fait quelques mesures de ce type, surtout autour des centrales nucléaires, aussi autour des centres de recherche, par exemple ici vous avez le CERN, ici vous avez l'Institut Paul Scherrer, et quelques mesures aussi dans des points de référence pour avoir une idée de la radioactivité naturelle. Et pour nous, c'est important parce qu'en fait, ça permet de rassurer la population et de dire, voilà, effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement? Alors, typiquement, ça, c'est Mühleberg. Alors, les filtres qui sont collectés autour de Mühleberg. Alors, ici, on voit les concentrations. Donc ça, ce sont des isotopes d'origine naturelle. On voit des concentrations qui sont très clairement mesurables. L'échelle, c'est partout la même unité, c'est des microbecquerels par mètre cube. Donc on voit aussi quelques traces. Ces deux-là sont des radionucléides artificiels. Et donc on peut voir qu'il y a des traces, mais c'est vraiment très faible, de l'ordre de 1 microbecquerel par mètre cube de césium-137, et aussi des traces de l'ordre de 1 microbecquerel par mètre cube de cobalt-60. Et donc on peut dire, on sait, que c'est toujours, ça c'est des résultats de l'année dernière, donc c'est pas... Il y a toujours en suspension dans l'air des traces de l'accident de Tchernobyl en Suisse, encore aujourd'hui, 20 ans après. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se dépose au sol, ensuite il ne pleut pas pendant une certaine période, il y a de la poussière, ça revient en circulation, c'est remis en suspension et ensuite c'est repris en circulation de nouveau dans l'air. Donc il y a toujours quelques traces, mais c'est très faible. Et là, on voit, ça c'est les traces des rejets atmosphériques de la centrale de Mühleberg, qui sont, comme on l'a dit, 1 million de fois inférieurs aux valeurs limites, mais qui sont mesurées. Alors, l'exemple du krypton 85, c'est assez compliqué, mais par contre, comme vous en avez probablement entendu parler l'année passée, parce qu'il y avait eu une émission des journalistes qui avaient dit qu'un nuage radioactif avait été détecté sur le toit de l'université de Genève, ou je ne sais plus exactement, mais c'était assez bizarre.
Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ce krypton 85? Donc, ce krypton 85, c'est un radionucléide qui est produit lors du retraitement du combustible irradié. Donc, il est produit essentiellement dans les usines de retraitement que sont Sellafield et La Hague. Et donc, si on fait ces mesures, on peut voir effectivement que, avec le temps, depuis les années 70, comme maintenant on retraite le combustible, le niveau de référence, donc la moyenne ici, augmente. C'est-à-dire que le taux de krypton 85 dans l'environnement va gentiment augmenter. Maintenant, ici on voit des pics, effectivement, on peut détecter certains pics de concentration qui sont liés à des campagnes de retraitement à Sellafield ou à La Hague, et c'est effectivement mesurable en Suisse. Mais, alors effectivement, les activités, comme on le voit ici, vous voyez, c'est 1,5 becquerel par mètre cube. Avant, on était au microbecquerel, donc on a des activités qui sont... alors on a dit, oh, mais des activités énormes, parce qu'effectivement, par rapport aux autres radionucléides d'origine artificielle, les activités dans les concentrations sont plus élevées. Mais les doses, c'est-à-dire le risque sanitaire, est très très faible. Donc là, c'est à 0,015 micro, donc ça fait 1 millionième de sievert. Donc c'est négligeable, ça ne représente absolument aucun danger pour la santé. Mais c'est clair que nous mesurons et nous surveillons, et comme ça nous pouvons avoir une idée de ce qui se passe effectivement dans l'environnement. Après les précipitations, donc je vais prendre juste un exemple concernant le tritium. Alors, le tritium, on l'a vu, il est produit naturellement par le rayonnement cosmique. C'est un radionucléide d'origine naturelle. Mais il est aussi produit par certaines activités humaines. Et notamment, on l'a beaucoup utilisé en Suisse pour l'industrie horlogère, pour les peintures luminescentes, pour les aiguilles phosphorescentes. Alors, pour pouvoir avoir une idée de l'apport des activités humaines par rapport au niveau de référence naturelle, il faut d'abord mesurer le niveau de référence naturelle à des endroits qui sont en dehors de l'influence des centrales ou des entreprises. Là, on voit qu'on a les niveaux de référence juste, c'est entre 0,5 et 2 becquerel, c'est le niveau de référence dans la nature. Ensuite, je vais... Oh, pardon. Là, on voit, on a des valeurs qui sont relativement basses, et par contre, quand il y a des actions d'incinération de déchets radioactifs, alors on peut détecter ces événements. Donc cette surveillance est quand même utile parce que pour nous, on peut vraiment voir ce qui se passe. Et là, c'est une chose que j'aimerais vraiment montrer, dont on parle très peu. Donc ici, on voit, c'est la centrale nucléaire de Betznau. C'est les valeurs grises. On parle souvent de l'effet des émissions des centrales nucléaires dans l'environnement. Alors voilà, donc on voit, on en va jusqu'à 20 becquerel par litre. Alors là, ce sont les surveillances des précipitations près de Niederwangen. Niederwangen, ça se trouve près de Berne, et c'est là qu'il y a une entreprise qui fabrique des produits pour l'horlogerie à base de tritium. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que dans les précipitations, on a environ 1000 becquerel par litre, donc en moyenne 700 becquerel par litre, donc environ 100 fois plus que les rejets des centrales nucléaires. C'est juste pour remettre les choses aussi en perspective, et voilà, et ça représente 15% de la valeur limite fixée dans l'ordonnance. Donc on a respecté les valeurs limites, on est en dessous des valeurs limites, mais là on est déjà à 15%, on n'est plus 1 million de fois inférieur aux valeurs limites, on est à 15% des valeurs limites. Voilà. Ensuite, pour le reste, c'est M. Froidevaux qui va plutôt parler de la surveillance des sols et de
Enfin, je te laisse la parole. Peut-être juste un dernier mot, la surveillance des denrées alimentaires. Donc, on fait aussi des programmes de mesure dans les denrées alimentaires, donc dans le lait, dans le blé et également dans les eaux potables. Et puis, les laboratoires cantonaux font aussi des analyses de la radioactivité dans les denrées alimentaires. Le problème, c'est qu'il y a seulement un petit nombre de laboratoires cantonaux qui sont équipés pour faire ce genre de mesures. Et donc, il n'y a plus de laboratoire cantonal en Romandie qui fait des mesures de radioactivité. C'est pour ça que, en fait, l'Office fédéral de la santé publique organise aussi des prélèvements et des mesures d'échantillons de lait, de céréales, etc., dans les cantons romans pour qu'il y ait quand même une surveillance qui soit faite en dehors de celle effectuée par les laboratoires cantonaux. Alors voilà. Donc, en résumé, on voit que à la fin, la radioactivité dans le corps humain, elle peut être mesurée également en mettant une personne entière dans un détecteur et détecter en fait si on mesure quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est un peu le résumé. Donc, on voit depuis 1960 jusqu'à 1998, parce que depuis, on ne voit plus rien. Il y a chaque année des classes de collégiens qui sont mesurées à l'hôpital cantonal de Genève, au HUG. Et donc on voit très bien que les contaminations dues aux essais nucléaires étaient vraiment très importantes, ce qui fait qu'en plus de la radioactivité naturelle assimilée par le corps humain, nous étions aussi contaminés par le césium-137. Ensuite, cette contamination a très fortement diminué jusqu'à disparaître. Et ensuite à Tchernobyl, donc ça c'est des mesures qui ont été faites en Suisse, sur des Suisses. Et maintenant, on est de nouveau à des niveaux de radioactivité qui sont très faibles. Voilà. Voilà. Le dernier point de ma présentation concerne le radon. Alors, pourquoi le radon? Je vais vous dire 2 mots sur le radon, mais pour moi, notre section s'occupe de surveillance de la radioactivité dans l'environnement. Et en fait, le radon ne pose pas problème dans l'environnement, le radon pose problème dans les maisons. Donc en fait, je ne suis pas spécialiste de la problématique du radon, mais c'est aussi l'Office fédéral de la santé publique qui s'occupe de cette problématique, donc je vais quand même vous en toucher 2 mots. Pourquoi ça ne pose pas de problème dans l'environnement? Parce qu'en fait, donc, comme vous le savez, le radon, c'est un gaz radioactif qui se forme naturellement dans le sol et ensuite qui va émaner du sol. Et donc, dans l'environnement, il y a une ventilation et il n'y a absolument aucun problème. Le problème et le risque lié au radon, c'est qu'en fait, dans les espaces clos, les concentrations, donc s'il n'y a pas de ventilation, etc., donc le radon qui sort du sol va rentrer, s'infiltrer dans les caves, dans les appartements, et va se concentrer. Et donc s'il y a une mauvaise ventilation, on aura des concentrations qui peuvent être, de radon qui peuvent être élevées. Ensuite, on va inhaler ce gaz radioactif, et ce gaz radioactif va à son tour se désintégrer, comme on en parlait au début, en d'autres composants qui sont eux-mêmes radioactifs et qui vont en fait s'accrocher aux poussières, aux aérosols, et ensuite, lorsqu'on l'inhale, ces descendants vont irradier nos poumons et donc peuvent avoir comme conséquence donc, un risque de cancer du poumon plus élevé. Donc le radon est la 2e cause de cancer du poumon en Suisse après la cigarette. Alors, pour réduire le risque, il faut détecter les habitations où les concentrations en radon sont élevées. Et puis, en Suisse, l'assainissement est obligatoire si la valeur limite de 1000 becquerels par mètre cube est dépassée.
Par contre, on a une valeur directrice pour les nouveaux bâtiments. Là, la concentration doit être inférieure à 400 degrés par mètre cube. Alors, il faut donc mesurer partout. Il faut mesurer partout dans toutes les maisons, parce qu'en fait, le radon, on peut en trouver partout. Et le problème, c'est que d'une maison à une autre, les concentrations peuvent être complètement différentes. Parce que ça va dépendre de la géologie du sol, donc des concentrations d'uranium, mais surtout de la perméabilité du sol, à savoir, est-ce qu'à l'endroit où on a posé notre maison, est-ce qu'il y a possibilité que le gaz sorte du sol à cet endroit-là, mais aussi des caractéristiques techniques de la maison, savoir si elle a une cave, si elle a la cave en terre battue, etc. Donc il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en compte. On ne peut pas simplement dire dans cette région il n'y en a pas, dans cette région il y en a. On est pratiquement obligé de faire des mesures individuelles maison par maison. Mais on sait qu'il y a des régions où les concentrations sont beaucoup plus élevées, et c'est notamment dans les Alpes, au Tessin, au Grison, et également dans la région jurassienne. Donc, le seul moyen, ce n'est pas, on peut faire quelque chose contre le radon, ce n'est pas une fatalité. Il suffit parfois de faire installer un système d'aération ou il y a plusieurs méthodes qui permettent en fait d'abaisser la concentration de radon. Puisque ce gaz va rentrer, il faut simplement le laisser s'échapper. Donc c'est des techniques d'architectes qui permettent de réduire la concentration. Mais pour pouvoir faire ça, il faut d'abord mesurer pour pouvoir détecter. Voilà. Donc, au final, donc, le radon est le principal contributeur à la dose d'irradiation de la population suisse, présente environ 40% de la dose. Et puis, les composantes naturelles qui sont la radiation cosmique, la radiation terrestre et les radionucléides dans le corps représentent environ 30%. 30% viennent des applications médicales, ce n'est pas le sujet du jour, mais par contre, dans un mois, on va parler de cette partie ici. Et finalement, tout ce dont je vous ai parlé, la radioactivité artificielle, ça représente une toute petite partie ici. Donc, on voit que là, en Suisse, les concentrations de radioactivité artificielle dans l'environnement sont très très faibles et elles n'ont pas de conséquences nocives pour la santé. Voilà. Maintenant, Pascal. Voilà, alors bonsoir à tous. Donc, Sybille vous a présenté une partie liée à la surveillance d'environnement, donc la stratégie qu'on a en Suisse. Moi, je vais vous montrer une partie qui est plus liée à quand un radioélément est présent dans notre environnement. Le réceptacle, c'est le sol en Suisse, parce qu'on a surtout on est en milieu terrestre, hein, ou alpin éventuellement, mais on n'a pas de milieu marin vraiment chez nous. Donc, le réceptacle, c'est le sol. Donc, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le sol, et puis ensuite, on va regarder ce qui lie le sol à une irradiation qui peut nous concerner, nous, essentiellement, on va dire, par ingestion d'alimentation. Donc, on va essayer de faire le pas entre le sol, les radioéléments présents dans le sol, les radioéléments présents dans la nourriture, et les radioéléments présents dans l'homme, dans l'être humain. Et donc il y a deux parties distinctes au niveau du vocabulaire ici, qui est l'environnement, et puis il y a les radiations. Et les radiations seront représentées dans cette présentation par des éléments chimiques. Hein. Quand on parle du césium-137, on a d'abord un élément qui s'appelle le césium, et qui va répondre, quand il est distribué dans le sol, à la chimie du césium. Pour le strontium 90, hein, le strontium radioactif, un produit extrêmement radiotoxique, eh bien, il répond comme le strontium. Et la même chose pour le plutonium, qui est aussi un élément qu'on va voir dans cette présentation, ou l'uranium, pour les éléments naturels. Alors d'abord, juste pour un peu le gag, on va dire,
J'aimerais juste rappeler ce qu'on entend par environnement, parce que c'est un thème qui est beaucoup galvaudé à l'heure actuelle. Hein. Les gens disent qu'ils protègent l'environnement, mais je ne sais pas, il n'y a presque personne qui protège l'environnement. Je veux dire, on utilise l'environnement, mais je crois que des vrais protecteurs de l'environnement n'existent pas beaucoup. Ce qu'on sait par contre, c'est que le terme environnement existe depuis déjà le XIIIe siècle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain a défini ce terme comme quelque chose d'hostile à la communauté. L'environnement a toujours été considéré à cette époque comme quelque chose d'hostile. Donc on crée une communauté humaine, puis on s'oppose en quelque sorte à notre environnement. Dans le sens où il est hostile parce qu'il y a des animaux, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce que le ciel nous tombe sur la tête, enfin, un tas de choses de ce genre-là. D'accord ? Il faut attendre à peu près, pratiquement la fin du 19e, pour voir arriver le premier parc national. Protection de l'environnement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, on protège l'environnement, pas parce qu'on a décidé qu'on avait des interactions avec lui et qu'il fallait protéger ces interactions, mais parce que c'est beau. Donc on protège le parc national parce que c'est beau. Là, on est en plein romantisme. Hein. D'ailleurs, par exemple, en France, la première partie, la première contribution environnementale à la protection de l'environnement, à la sauvegarde de l'environnement, c'est les boucles de la Seine, parce que c'était ce qui était peint par les peintres, hein, les romantiques, là, à l'époque. Et puis on trouvait ça beau. Donc ce n'est pas encore une intégration de l'interaction du vivant avec son environnement. D'accord, ou de l'homme plus particulièrement. Puis il faut attendre vraiment la fin du siècle pour voir apparaître le premier article, ça c'est extrêmement intéressant, par Arrhenius, un chimiste de l'époque, qui a écrit un premier papier qui s'appelle « De l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température du sol ». Je ne sais pas si ça vous parle, ça, d'accord, mais c'est en fait la démonstration de l'effet de serre il y a plus d'un siècle en arrière. D'accord ? Et simplement, parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'est dit, quand il se passe quelque chose ici, qu'est-ce qui se passe là ? D'accord ? On n'est plus dans le domaine de protection de l'environnement parce qu'on trouve ça joli et que ça serait dommage d'y mettre des maisons parmi, mais là on est vraiment sur l'influence, les paramètres qui peuvent influencer l'environnement à partir d'autres paramètres présents dans un autre compartiment de l'environnement. Et en fait, la notion d'environnement telle qu'on la connaît maintenant ou qu'on la définit maintenant, c'est vraiment une notion qui est extrêmement récente. C'est carrément la deuxième partie du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que là, on commence à voir les effets extrêmement négatifs, néfastes, d'interaction que par exemple l'être humain peut avoir sur l'environnement et le retour de manivelle que l'environnement donne à l'être humain. Et ça, je voulais juste faire cette petite distinction ici, simplement parce que ça aide à définir un peu ce que c'est que l'environnement. Et histoire de ne pas galvauder ces terminologies, mais on peut dire, il y a des définitions sur des bouquins entiers, hein, si vous allez dans les librairies maintenant, mais formellement, c'est quoi l'environnement ? C'est un ensemble d'éléments qui peuvent être biotiques ou abiotiques d'ailleurs, d'accord, qui entourent un individu ou une espèce, on va prendre nous parce qu'on ne va pas se compliquer la tâche, n'est-ce pas ? Et dont certains contribuent à notre survie, d'accord ? Certains de ces éléments contribuent à notre survie, puis on peut même compléter la définition en disant que ce n'est pas seulement l'ensemble des éléments, mais c'est les conditions mêmes qui y règnent, hein, d'accord ? Conditions qui peuvent être physiques, par exemple, on a oublié la première loi physique, hein, on n'a rien sans rien. D'accord ? Il n'y a plus personne qui sait ça maintenant. Hein. Je dis, les gens, ils veulent tout. D'accord ? Et ça ne va pas, mais c'est la première loi physique qui dit qu'on n'a rien sans rien. D'accord ? Donc, si on veut vraiment protéger l'environnement, il faut retourner aux lois physiques de base d'abord. Et, bon, comme la thématique de ma présentation est quand même l'environnement et puis les radiations, le gros problème, c'est que si on veut étudier les radiations, c'est quand même assez complexe hein, comme méthodologie, beaucoup de travail, si on veut étudier des éléments comme le plutonium, comme le radiostrontium, etc. Donc si on veut être un peu prédictif, on est obligé de réduire l'environnement à des sous-systèmes, mais en espérant que ce qui se passe dans ce sous-système soit quand même représentatif d'une région entière. Alors on peut définir des écosystèmes. Et cette fois-ci, l'intérêt de définir un écosystème, c'est qu'on va un peu réduire la dimension d'abord, et puis on réduit le nombre d'interactions aussi. D'accord ? Si on prend par exemple la Suisse, combien il y a d'écosystèmes en Suisse à votre avis ? Il y en a 5, il y en a 10, il y en a 100, il y en a 10 000. Hein, le jardin d'Élisabeth, c'est un écosystème, Élisabeth, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Hein. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est quand on lâche un gypaète dans le parc national des Grisons, il peut aller nicher à d'Herborance. Parce que c'est son air. Donc
Donc l'écosystème alpin pour le gypaète s'étend depuis le fond des Alpes jusqu'à l'autre côté sur 300 ou 400 km. Donc on peut définir à ce moment-là un écosystème qu'on appellerait l'écosystème alpin. Bien, on fait faire la même chose pour le Jura. Le Jura et les Alpes, c'est pas la même chose. Hein. On n'y trouve pas les mêmes espèces, on n'y trouve pas les mêmes choses, on n'y trouve pas les mêmes sols. Hein. On a des sols qui se développent sur du calcaire d'un côté, sur des sols acides de l'autre côté. Ça fait deux sortes d'écosystèmes. Ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à trouver des relations, des composantes qui nous permettent d'être prédictifs au niveau de ce qu'on a trouvé dans un écosystème, puisse être reproduit ailleurs dans ce même écosystème, ben on simplifie un peu le problème. Donc c'était juste une petite parenthèse pour redéfinir ce que c'était que l'écosystème. Hein. Maintenant, imaginons donc notre polluant, ici il peut être tout ce qu'on veut, mais nous on a choisi aujourd'hui de parler des polluants radioactifs, qui sont essentiellement des éléments chimiques, on appelle ça des cations métalliques, pour ceux qui nous intéressent, qui sont présents à long terme dans l'environnement. D'accord? Alors qu'est-ce qui peut se produire au niveau de ce polluant? Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment il va pouvoir nous atteindre. Nous, les êtres humains, on va dire, d'accord? Puis le chemin préférentiel, c'est celui de solubilisation dans la solution d'eau du sol et de captation par les végétaux. D'accord? Il peut aussi y avoir, bien évidemment, lors de cette solubilisation, par les flux hydrauliques, une contamination par les lessivage des sources, des aquifères. Et là aussi, alors on est mal, hein, si ça se produit. Hein, d'accord? Mais il y a bien évidemment un tas d'autres possibilités pour un polluant présent dans le sol de nous atteindre. Par exemple, on parlait du radon. Alors, le radon, c'est un gaz. Lui, son chemin, c'est celui-là. D'accord? On parle ensuite, par exemple, pour un polluant chimique organique, on parle souvent de dégradation chimique, de dégradation microbiologique, etc., voire même photochimique, sous l'interaction des rayonnements UV. Est-ce que ça existe pour un élément métallique, un cation métallique, comme par exemple plutonium, uranium, césium, 137, etc. Ben oui, mais pas sous la forme de dégradation d'un polluant organique. Mais imaginez par exemple, au niveau de la microbiologie, quand vous avez de l'uranium dans le sol, hein, l'uranium 6, qui est un uranium soluble, on sait que les bactéries peuvent utiliser les métaux comme transféreurs d'électrons. On peut trouver de l'uranium 4. L'uranium 4, qui est l'uranium insoluble, créé par l'interaction, l'utilisation de l'uranium par la bactérie, pour les transferts d'énergie et essentiellement pour les transferts électroniques. Et on verra un exemple où on a des accumulations importantes d'uranium par des mécanismes associés à ça. Et puis alors ici, érosion et effritement, hein, Madame Estéville en a parlé tout à l'heure, bien évidemment on peut remettre en suspension une contamination. Si on prend par exemple des cas comme l'accident de Palomares où deux bombes atomiques ont explosé chimiquement lors d'un accident d'un B-52 américain dans les années 60, dans une région assez désertique de l'Espagne, en Andalousie, ben, si on regarde maintenant ce qui se passe par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, ben, il y avait une concentration ponctuelle autour d'un village qui s'appelle Palomares, puis maintenant cette contamination est étendue en fonction de la hausse des vents. D'accord? Donc, effectivement, même pour un radioélément, ce type de déplacement existe. Nous, dans la suite, on va s'intéresser à cette partie ici. D'accord? Alors, je vais le faire en fonction d'études qu'on a faites, une espèce de case studies, comme on dit, hein, et pour laquelle on a obtenu un certain nombre de résultats. Alors, la première case study dont je voulais vous parler, c'est un travail qu'on a fait avec l'école polytechnique, alors, ici de Lausanne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on avait un site de prélèvement à Davos, site de prélèvement pour l'OFSP, etc., sur lequel on mesure un certain nombre de choses. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le gars qui nous faisait ces prélèvements, ben, il prélevait dans un champ, puis à un moment donné, il y a le paysan qui lui a dit « Écoute, t'arrêtes de faire des trous dans mon champ, tu vas là-bas. » Puis là-bas, c'était quoi? C'était un marais de montagne, les vaches n'y vont pas, il y a une barrière autour. Donc le gars, il a été prélevé là, et puis nous a envoyé la carotte, et puis nous, on a trouvé des concentrations monstrueuses d'uranium dedans. D'uranium naturel, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que dans ces régions de montagne, un type de sol qui est assez fréquent, c'est les marais de montagne. Et dans les marais de montagne, on a des sols saturés, dont la dégradation de la matière organique se fait lentement. Et cette matière organique est capable de filtrer, de vraiment se comporter comme un filtre et de filtrer l'uranium. Et on a trouvé des concentrations d'uranium qui sont de l'ordre de 10 000 fois supérieures
à ce qu'on trouve dans un sol normal. Dans un sol normal, à croûte terrestre, vous avez à peu près quelques ppm parties par million, milligrammes par kilo d'uranium. Nous, on a trouvé jusqu'à 7 grammes. Ce point ici, c'est 7 grammes. Hein. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe alors au niveau physique? Au niveau physique, vous avez une carotte. Ici, vous avez la profondeur. Hein. Ici, vous avez à peu près 40 cm. Et puis, vous découpez votre carotte en tranches, puis vous mesurez. Et ce qu'on a obtenu, c'est ce type de profil ici pour l'uranium, avec à peu près un point maximum à 100 000 becquerels par kilogramme. Souvenez-vous des grandeurs que vous a cité Sybille tout à l'heure. Hein. Là, on est à 100 000 becquerels d'uranium naturel. Nous, ce qu'on cherchait, en fait, au niveau de la surveillance, c'est ces pics ici. Ça veut dire la déposition de césium-137, d'éthir nucléaire, et la déposition de plutonium. Ici, vous voyez, ici, on a quelques becquerels en plutonium, à peu près en 2 et 3 becquerels. Et pour ce qui est du césium, on a à peu près quelque chose comme 80 becquerels par kilogramme, sur des valeurs tout à fait normales pour des situations alpines. On cherchait ça, puis on trouve ça. D'accord? Alors bon, le problème ici, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Parce que nous, on est juste là en dessus. Hein, d'accord? Enfin, quand je dis nous, c'est les vaches qui vont brouter, c'est un certain nombre de situations comme ça, c'est vos salades que vous allez faire pousser là. Ici, on est à 30 cm du sol, c'est pas profond. Hein, d'accord? Donc l'idée maintenant, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui se passe ici quand on a des situations de ce type? D'accord? Alors, d'abord, il faut s'intéresser à la physique du sol. Ici, c'est un travail qu'on avait fait il y a bientôt 10 ans en arrière avec l'Institut de sciences du sol de l'École polytechnique de Zurich. Là, ils sont très équipés pour étudier la physique du sol. La physique du sol a une énorme importance, d'abord sur la distribution des radioéléments dans le sol, et puis ensuite sur la manière dont elles vont être prélevées par les plantes. Alors, le modèle classique, comme des modèles ECOSYS de transfert de radioéléments, en fait, en général, utilise simplement la déposition à l'activité qu'on a dans un sol. On imagine qu'elle est soit distribuée en surface les 10 premiers centimètres, soit sur les 20 premiers centimètres. On détermine un facteur de transfert expérimentalement par des travaux de laboratoire. Et puis on dit, bon, bah, ici, c'est le minimum qu'on puisse trouver, puis ça, c'est le maximum. Puis la vérité se trouve entre les deux. Ça, c'est le modèle classique qu'on utilise. Or, il se trouve que quand on ouvre un sol, on n'a pas du tout ça. Quand on trouve un sol, on a tous les flux hydrologiques qui sont marqués, qu'on peut mettre en évidence par des expériences de coloration. Et puis ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans ces flux hydrologiques, c'est là qu'on va trouver la zone racinaire, donc la proportion de racines de plantes la plus importante, puis c'est là aussi qu'on va trouver le plus de radioéléments. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on doit revoir ce modèle-là pour tenir compte de la physique du sol qui va montrer la distribution des radioéléments, de la concentration, densité de zone racinaire, et puis de la concentration des radioéléments dans ces zones spécifiques. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une estimation plus raisonnable de l'activité qu'on va trouver dans des plants. Mais ce n'est pas suffisant, il y a encore des subtilités. Alors, on va aller voir un autre travail qu'un étudiant de l'université de Neuchâtel a fait dans notre groupe, un travail de master, où l'idée c'était le suivant. On cherche une zone, en l'occurrence c'était des pâturages alpins. On s'intéresse beaucoup à l'écosystème alpin en Suisse parce que, bon voilà, on a les Alpes, hein, d'accord? Bah, chaque pays a un peu son dada, hein, quand on fait de la recherche. Alors il y a ceux qui s'occupent des écosystèmes terrestres, alpins, océaniques, enfin des choses comme ça. Nous, bah, on va dans la montagne, d'accord? Alors l'idée c'était la suivante, c'est qu'on cherchait à regarder comment le césium-137 de Tchernobyl puis des tirs nucléaires et le radiostrontium qui lui vient que des tirs nucléaires transfèrent dans les plantes. Et puis en fonction de quelle paramétrisation. D'accord? Alors l'idée, on est allé au Val Piora, qui est une zone au Tessin, tout simplement c'est un peu plus actif qu'ailleurs, donc ça aide au niveau de la mesure, mais surtout c'est un endroit où, sur des surfaces assez petites, on a différents types de sols. Il y a une géologie très particulière, il y a des veines de nomitiques, il y a toutes sortes de phénomènes qui font qu'on a des sols qu'on peut classer d'un point de vue pédologique de manière différente. D'accord? Alors l'idée c'était de se dire, bon, on cherche des espèces qu'on connaît, qu'on identifie sur chaque type de sol. Alors on a choisi par exemple ici 3 sols, un corbisol, un glésol et un corbisol eutrique. Je vous passe les détails sur ce que ça veut dire, on verra juste un exemple tout à l'heure. Et puis on prend ces 4 espèces qu'on a réussi à trouver sur ces sols. Donc Lusacris, Chiamilpholium, je ne sais plus exactement les noms, Phleograticum, et on mesure ce qu'on appelle le facteur de transfert. Ça veut dire on mesure ce qu'il y a dans la plante, on mesure ce qu'il y a dans le sol en déposition, on fait le rapport des deux, grosso modo. Ça permet une normalisation,
C'est ce qui est présenté sur cet axe ici. Et qu'est-ce qu'on voit quand on a fait ce travail-là? Ben, on voit qu'on a un sol ici, c'est notre sol cambisolutrique numéro 4, transfère pas de radioactivité. Césium 137, on l'a pratiquement pas retrouvé dans la plante. Alors que par exemple sur un glésol, d'accord, typiquement une espèce comme Xanthochlora a une énorme activité dedans, hein, un transfert, un uptake comme on dit, extrêmement facilité. Donc vous trouvez, la raison, c'est que ce qu'on appelle des cambisols eutriques sont des sols qui ont une très grande capacité d'échange cationique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le césium, c'est un cation alcalin qui se trouve dans la première colonne du tableau périodique où se trouve le potassium aussi. Et les plantes ont des besoins en potassium. Donc si le sol est capable de leur donner, ils ne vont pas prendre le césium. D'accord? Ça, c'est la première chose qui est extrêmement intéressante avec ce type d'étude, c'est d'identifier quel type de sol, pour quel type de radioélément, pour quel type de plante. On fait la même chose ici, mais alors, sur cet axe ici, on reporte le strontium 90, qui est un peu notre dada dans notre laboratoire, nous on aime bien cet élément-là, ça fait de 50 ans qu'on l'analyse. Et ici, alors, on reporte non plus les sols, mais on reporte les espèces. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a une espèce, Phlogratticum, qui donne un uptake, un transfert extrêmement bas. Donc ici, on a un effet d'espèce, c'est ce qu'on appelle un effet phylogénétique. D'accord? Un fort effet d'espèce sur le transfert de radiocésium. De radiostrontium, pardon. On voit aussi que sur le glésol, d'accord, qui est le sol qui a la capacité d'échange cationique la plus faible, donc qui contient très peu de calcium et de potassium échangeables, c'est là qu'on a, pour toutes les espèces, le maximum de transfert. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous donne un peu une idée, en fonction de l'environnement, la sensibilité de l'environnement à la déposition. Parce que tous les sols ne répondent pas de la même manière. D'accord? Alors maintenant, on va aller voir à l'étage en dessus, parce que ici, bon, ok, c'est ce qu'on a dans la plante. Mais les plantes, elles sont là, hein, dans ce pâturage-là, vous avez toutes ces espèces-là, plus un tas d'autres, bien sûr, mais nous, on s'intéresse à celle-là. La vache, elle va tout brouter. En dehors du vérâtre qu'elle n'aime pas beaucoup, et dans un certain nombre de choses comme ça, la vache, elle broute tout. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une vache broute tout? Alors, nous, ce qu'on fait dans notre laboratoire, on s'intéresse beaucoup aux denrées alimentaires, parce que c'est quand même ça qui est plus sensible pour nous. Hein. En Suisse, on fait beaucoup de blé, beaucoup de lait, parce qu'on a un régime alimentaire qui est beaucoup basé sur les laits. Hein. Alors, ici, vous avez ma laborantine, et puis notre apprentie, Aurore, qui prépare des aliments pour les mesures. Hein. Il y a toutes sortes de transformations qu'on doit faire. Hein. Si vous avez des pommes de terre, des carottes, des épinards, des salades, on fait tout un tas de trucs. Mais on va s'intéresser au lait. Et là, on a fait une étude avec l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire en France, collègue de Cadarache, Laurent Pourcelot. L'idée, c'était la suivante. On sait que les dépositions en montagne sont plus importantes qu'en plaine pour des questions géomorphologiques. D'accord? On s'était dit, bon, on va aller chercher à travers l'Europe des produits laitiers. En l'occurrence, c'était de l'Emmental, parce qu'il se fait de l'Emmental partout en Europe, sauf en Suisse. Et on a mesuré l'Emmental et d'autres produits laitiers aussi, mais surtout de l'Emmental. Alors ici, vous avez des sites qui sont en plaine. Hein. Ici, si je ne m'abuse, la Bretagne, il y a des sites en Finlande. Là, on arrive en Suisse, il y a la Savoie. Il y a Vorarlberg autrichien en montagne. Et puis nos sites à nous, alors ici de Mercantour, on a fait une étude là-haut. Notre site de Piora, etc., des sites de montagne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une relation directe entre l'activité qu'on mesure, hein, on a une échelle logarithmique ici, puis l'altitude auquel les troupeaux pèsent. D'accord? Pâture, si. Donc ça veut dire que nos bons produits de la montagne ici sont nettement plus contaminés que nos produits en plaine. D'accord? Mais, c'est ça, c'est pour le gag, mais il faut juste que je vous dise un truc, c'est que tous ces sols sont ce qu'on appelle des cristallins. Hein, c'est des sols qui se développent sur des roches cristallines, notamment par exemple des granites ou des amphibolites, des choses comme ça, mais toujours des sols qui sont ce qu'on appelle des sols acides. Alors on a trouvé une exception, c'est ça qui est intéressant. On a fait des mesures, puis vous voyez dans notre modèle, on aurait bien aimé que ce point-là soit là 10 fois plus élevé à peu près, hein, d'accord? Ben non, il était là, bon, on recommence les mesures, et puis il est toujours là, puis il est toujours là. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Il faut savoir que c'est du strontium 90 ici, hein, c'est du strontium. Strontium, c'est deuxième colonne du tableau périodique,
C'est comme le calcium, hein, c'est un élément apparenté au calcium. Ça dit rien à personne? Ben, ici, on est sur un socle calcique. On est dans le Jura. D'accord? On est aux alpages du Molandru. C'est des troupeaux qui pèsent sur l'alpage du Sasselet puis du Crémagne. Hein, là, je ne sais pas si vous connaissez cette région, mais c'est au Molandru. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que ça dit quoi? Ça dit que pour une déposition équivalente, on a un écosystème, qu'est le Jura, qui est beaucoup moins sensible au transfert du radiocésium dans l'alimentation. Et la raison, c'est parce que les sols du Jura se développent sur un socle calcaire, contient énormément de calcium, et le radiostrontium est totalement dilué. D'accord? Donc les plantes ont largement assez de calcium, ils n'ont pas besoin d'aller le chercher par leur zone racinaire partout, et ils vont pomper du calcium, et le strontium sera fortement dilué. Puis après lavage, ben, vous savez qu'un litre de lait contient 1 gramme de calcium, hein, d'accord? Ben, il va se retrouver de nouveau le même facteur de dilution. Et ça, c'est intéressant de penser, retenez bien ça, l'écosystème, on a des écosystèmes qui ont des sensibilités différentes, d'accord? À la même déposition. Hein. Ici, vous avez la même déposition que là, en becquerel par mètre carré de strontium répandu. Ok, ça c'était pour l'alimentation. Maintenant, ce qu'il nous faut voir, c'est ici, chez nous, chez l'homme. Alors, ce qui est intéressant, j'ai encore le temps, oui, hein, un petit peu. Et ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe ici chez le fœtus, parce que c'est l'être le plus radiosensible. D'accord? Alors l'idée, c'est de dire comment on peut analyser ça. On ne peut pas couper en rondelles comme les carottes qu'on a vues avant. Hein. On est obligé de trouver un système un peu plus sophistiqué. Et en fait, les dents de lait sont un excellent système parce que la dent de lait se forme in utero. La majeure partie de la partie calcique de la dent se forme in utero. Alors, comme on a des radioéléments comme le radiostrontium ou le plutonium, qui sont des éléments qui ciblent les tissus calcifiés, donc les os et les dents sont un tissu calcifié, on va prélever les dents de lait chez les enfants. Enfin, on ne va pas les prélever, on va attendre qu'elles tombent, hein, et puis on va les ramasser, et puis on va les mesurer. Alors ici, c'est le résultat des études qui ont été faites déjà par mon prédécesseur, M. Guérin, que vous voyez là, et qui, depuis le début des années 60, a mesuré le radiostrontium dans ces dents de lait. Et qu'est-ce qu'on observe? Ici, je vous ai mis la courbe de ce qu'on trouve dans le lait. En l'occurrence, c'est ce qu'il y a dans l'air, mais on a exactement la même courbe dans le lait. Donc quand il y a eu les tirs nucléaires, on voit tous les événements qui se sont passés ici. Il y a eu un traité partiel qui a été respecté pendant quelques années. Puis ici, vous avez l'explosion des bombes thermonucléaires à grande puissance. Puis ici, vous avez le traité en 63, l'interdiction des essais en atmosphère. Et puis immédiatement, la concentration a diminué rapidement. Et ce qu'on voit, c'est que dans la dent de lait, on a exactement le même profil en reportant ici l'année de naissance des enfants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le radiostrontium, il passe l'alimentation, la mère, le fœtus. D'accord? Donc ici, on a une atteinte au fœtus par ce... Moi, je suis né ici, hein, vous voyez. Par ceci explique cela, peut-être, je ne sais pas. Par ce radioélément. D'accord? Donc là, on a potentiellement une atteinte importante. Hein. Alors bon, on a des niveaux d'activité qui restent raisonnables, mais il faut quand même faire attention. Dans des régions contaminées comme Tchernobyl, par exemple, il y a peu de données sur le radiostrontium parce que c'est compliqué à mesurer. Hein. Mais là, on a des problèmes, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'on a des problèmes. On ne les connaît pas parce qu'il n'y a pas d'études, il faut des moyens, il faut du temps, et c'est compliqué à mesurer. Mais on n'a pas beaucoup de données, mais c'est sûr qu'on a des problèmes ici. Ce n'est pas possible autrement avec ce qui est retombé là autour. Et puis récemment, ce qu'on a fait, M. Guérin avait eu la sagesse de garder les dents, donc on avait un stock de dents, puis quand on a eu des techniques qui permettaient de mesurer le plutonium, ça il faut aller à très très bas niveau d'activité, c'est des techniques de spectrométrie de masse dont les sensibilités suffisantes pour ce type de mesure datent de quelques années en arrière. On a repris ces échantillons hein, pour des enfants qui sont nés déjà dans les années 50, puis on a réanalysé. Et puis on a obtenu quelque chose d'assez amusant. Vous voyez, c'est cette courbe ici. Elle n'est pas calée sur l'autre. Alors ça nous a posé un petit problème, parce qu'on s'est dit, mais bon, pourquoi c'est pas calé là-dessus? D'accord? Et la réponse, c'est ici, il y a 10 ans, à peu près.
Et si on fait un histogramme de l'âge à laquelle les enfants perdent leurs dents, c'est aussi centré sur 10 ans. D'accord? Donc, si le plutonium avait passé la barrière placentaire, on aurait eu le même profil que pour le strontium, vous êtes d'accord? Donc il n'a pas passé. Mais on en a quand même mesuré, alors d'où il vient? Ben, si on décale cette courbe, non plus à l'année de naissance des enfants, mais au moment où ils l'ont perdu, on est exactement calé sur l'autre. Donc ça veut dire que c'est du plutonium qui vient par inhalation. Au moment où la dent tombe, on a des échanges encore qui se font dans la zone racinaire et dans la zone molle de la dent, contaminent la dent. Et ce qu'on a mesuré, c'est ce qui s'est passé en fait 10 ans après, enfin après la naissance, au moment où la dent tombe. Et ça, c'est une explication qui nous a permis de démontrer que le plutonium ne passait pas la barrière placentaire. D'accord? Alors vous allez me dire, bon, là vous avez parlé des enfants, mais nous, on n'est plus des enfants, on aimerait bien savoir ce qu'il y a pour nous. Alors là aussi, M. Guérin, il avait fait la même chose, il avait mesuré le radiostrontium, on continue d'ailleurs toujours de le mesurer, je crois qu'on doit être le seul pays à le faire encore, hein. Mais je pense que ça vaut la peine parce que la réponse à la contamination est assez rapide pour le radiostrontium dans les vertèbres humaines. Alors là, on est obligé de les prélever chez des gens qui sont décédés. Hein. D'accord? On ne va pas comme ça, vous m'en donnez 2, là, s'il vous plaît. Il faut attendre que les gens décèdent, on prélève, et puis on mesure. D'accord? Alors, on a mesuré donc le radiostrontium, et on voit un peu la même situation que pour les dents. Il y a un léger décalage ici, parce qu'en fait, la vertèbre, elle se renouvelle. Hein. Si on arrive à marquer un atome de calcium de la vertèbre, elle se renouvelle à peu près tous les 2 ans, on va dire, avec un tournus de 2 ans à peu près. Donc il y a un petit décalage. Et puis M. Guérin avait aussi eu la sagesse de garder ces échantillons-là, on a pu les remesurer en plutonium, et on a trouvé qu'on avait incorporé du plutonium dans les vertèbres humaines. Donc ici présent, je pense que les gens qui étaient nés au moment des tirs, parce que le plutonium, on l'inhale, il ne passe pas par ingestion, parce qu'on n'en trouve pas dans l'alimentation, parce qu'il est fortement fixé dans les sols. Par contre, au moment de l'inhalation, donc s'il y a des gens ici qui étaient déjà nés avant le maximum de déposition, donc dans les débuts des années 60, il a du plutonium dans son corps. Ça, c'est clair. Et ce plutonium, combien de temps il va mettre pour disparaître? C'est ça qui est intéressant pour nous donner la dose, pour nous donner est-ce que c'est un problème ou pas un problème. Donc on va voir juste l'image suivante, c'est la dernière que je vous montre. C'est qu'on a pu calculer à l'aide de ces données, ce qui était bien parce que le modèle dosimétrique actuel utilisé, on ne connaissait pas une valeur précise de ce temps de résidence du plutonium dans le corps humain, donc on a pu donner cette valeur. On a fait la même chose pour le strontium, c'était déjà un peu plus connu, mais là on a un bon retour sur pratiquement 50 ans d'expérience. On a pu trouver une valeur de 40 ans pour le plutonium et de 13 ans pour le strontium. 40 ans, c'est beaucoup. Ça veut dire quand vous l'avez incorporé, bye bye, vous l'avez pour la vie. D'accord? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un problème au niveau de ce qu'il y avait comme concentration dans l'atmosphère au niveau des tirs, mais par exemple, il y a une étude qui vient de sortir, donc juste l'année passée, les travailleurs du centre de Mayak, hein, qui étaient là où les soviétiques faisaient leur plutonium militaire, une étude épidémiologique, d'accord, et qui ont montré qu'il y avait des cancers osseux qui étaient dus à l'incorporation de radiostrontium. Vous allez me dire, oui, mais vous m'avez dit que la vertèbre se renouvelle en deux ans, c'est du calcium. Le strontium, c'est comme le calcium. Pourquoi on n'a pas 2 ans ici? On aurait dû avoir 2 ans, n'est-ce pas? Sauf que, si on regarde le temps de résidence du radiostrontium dans notre environnement, si on regarde le compartiment, qui est le compartiment qui va nous dire combien de temps ça va rester dans l'environnement, c'est le sol. Et le sol, le temps de résidence, c'est 10 ans. C'est 10 ans. On a calculé sur différents sites qu'on a suivis depuis des années. On trouve 10 ans. Dans l'herbe, on trouve 10 ans. Dans le on en trouve un peu plus, mais dans l'air resté, c'est à peu près 10 ans. Dans les dents, 10 ans. Dans les vertèbres, un petit peu plus. Probablement dû un peu à la statistique de mesure. Mais grosso modo, c'est ce compartiment ici qui va déterminer tout le reste. C'est le compartiment plus sensible. Donc, en fait, on a beau se dire, mais bon, on peut éliminer par des mécanismes biologiques assez facilement la radioactivité. Si elle est là et qu'elle y reste, vous allez à chaque fois vous recontaminer, et puis il ne va pas rester 2 ans le radiostrontium. Si vous aviez eu un seul pulse, il serait resté 2 ans. Mais on va continuer à en incorporer, on en incorpore toujours, on en mesure toujours.
D'accord? Puis vous allez me dire, ouais, mais alors le plutonium, pourquoi c'est 40 ans? D'accord? Le plutonium, on l'a respiré une fois au moment du pulse dans l'atmosphère. Ben là, il y a une astuce qui est métabolique. Cette fois-ci, c'est plus l'environnement qui est responsable du fait que le plutonium reste 40 ans dans le corps humain, c'est le métabolisme du plutonium. C'est un élément, énormément de peine à traverser les barrières cellulaires. On a vu qu'il ne passait pas la barrière placentaire. Mais par contre, il ne peut plus ressortir une fois qu'il est dedans. Donc, il fait le voyage entre l'os, le foie, et puis on le retrouve en équilibre, puis il met 40 ans à disparaître. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que si on veut faire une évaluation du danger que représentent les radioéléments pour nous, les radioéléments comme le radiostrontium, le radiocésium par exemple, plutonium c'est un petit peu moins important au niveau de l'environnement parce qu'il transfère vraiment difficilement. Mais quand même, je dis toujours, faites gaffe quand même, d'accord? Ça reste toujours quand même problématique. Mais la durée de vie dans notre organisme et le danger potentiel est essentiellement dû à ces réactions qui entre le sol et la solution du sol. Et celles-là sont très lentes, c'est celles-là qui guident la cinétique de l'ensemble. Voyez ici, quand vous avez une végétation contaminée, le lait de la vache, en quelques jours, votre vache est contaminée, puis vous donne du lait contaminé. D'accord? À l'inverse, au moment où il n'y a plus de contamination ici, vous décontaminez rapidement ici. D'accord? Mais quand vous avez ça qui est contaminé à terme, vous êtes tout le temps contaminé. Donc quand vous avez de la radioactivité, comme le radiocésium, comme le radiostrontium, qui sont des éléments qui transfèrent assez bien dans l'environnement, à ce niveau-là, ben, c'est un gros problème. Donc il faut vraiment éviter d'avoir des contaminations dans les sols. Alors une centrale nucléaire, ça ne relâche pas de radioactivité quand ça fonctionne, ça relâche un tas de radioactivité quand ça ne fonctionne plus, comme on l'a vu à Tchernobyl. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet, je ne sais pas si vous avez des questions.